Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, dans un instant, notre camarade, comme on disait autrefois à Moscou, notre camarade Emmanuel Latraverse se joindra à nous pour décrypter l'actualité. Mais j'aimerais revenir un instant sur la question que j'ai abordée en éditorial un peu plus tôt. Pour qu'on comprenne bien ce dont il est question, je parlais de la pénalisation de la liberté d'expression dans la vie privée. Je le dis en 30 secondes, ça me semble essentiel. Un peu partout dans les sociétés occidentales se développe véritablement un système de C'est mieux, là? pénalisation de l'intime, de surveillance de l'intime, comme si finalement les pires fantasmes inquiets d'Orwell se manifestaient. Le télécran est ouvert partout. Tout ce qu'on peut dire en toutes circonstances peut être surveillé. Et quand on disait ça autrefois, on passait pour un vilain complotiste de fou. Et quand on voit aujourd'hui que ça rentre dans le droit des États, il y a matière à s'inquiéter. J'y reviendrai très bientôt. Mais laissons de côté ce sujet d'inquiétude pour parler d'un sujet d'amusement avec Emmanuel Latraverse qui nous rejoint pour parler de la bouteille de vin de la discorde. Emmanuel, bonjour. On a atteint le vendredi gate en politique québécoise. C'est quand même pas peu dire. C'est le jeu de mots des jeux de mots. Alors, récit 1. Pascal Bérubé envoie un échange de textos, puis finalement se retrouve avec une bouteille de vin dans le bureau du premier ministre, et il jase l'après-midi, puis finalement à la fin il part, puis le premier ministre lui dit « Je peux te signer une dérogation », mais non. Il part, il respecte les règles. Récit 2, que tu nous raconteras. Le premier ministre n'a pas la même lecture des événements. Récit 3 par Éric Duhem, c'est un scandale, le scandale des scandales, dénonçons. Reprenons le tout dans l'ordre, Emmanuel. Oui, mais c'est assez absolument surréel. Moi, je pense qu'il faut commencer avec le commencement de tout ça. C'est à quel point il y a un aveu d'échec de la part d'Éric Duhem de s'accrocher à 1 minute 22 d'un balado dont personne n'a jamais entendu parler pour essayer de récupérer la psychose sanitaire et en faire un enjeu de croisade pour mettre le gouvernement dans l'embarras, là. Je veux dire, on est rendu en 2024, il y a une crise de l'inflation, il y a une crise des services publics. Dans la chronique, on est ailleurs, là. C'est absolument hallucinant, là. Alors, mais c'est quand même le scandale qu'a voulu nous offrir hier Éric Duhem. Alors, comme journaliste, il y a une question qui s'impose là-dedans, c'est est-ce qu'au moment où, en effet, Pascal Bérubé serait allé rencontrer François Legault à son bureau et a bu du vin avec lui, est-ce que nous étions dans le concept des bulles? Donc, est-ce que 2 bulles se sont croisées dans un moment essentiel de la pandémie? Est-ce que nous étions confinés? Alors, question à poser, comme tout bon journaliste, je l'ai fait et je peux rassurer le Québec, mesdames et messieurs, respirez. Le vendredi a eu lieu le 26 février 2021. Nous pouvions sortir de chez nous à cette date. Nous n'étions pas confinés entièrement. Donc, premier problème réglé. Ce qui est encore plus drôle, c'est que quand Pascal Bérubé le raconte, c'est comme si Pascal Bérubé est un cool intime du premier ministre. Tu sais, c'est « Ouais, j'étais un vendredi au centre-ville, j'ai pris le téléphone, j'ai dit « François, veux-tu qu'on se parle? » François est venu au bureau, il n'y avait personne dans les bureaux, puis il a amené une bouteille de vin, puis on a bien rigolé. Version numéro 1. Version numéro 2, qui est la version du bureau du premier ministre Legault, c'est que M. Bérubé avait sollicité une rencontre avec M. Legault, que celle-ci était cédulée depuis plus d'une semaine pour avoir lieu le 26 février, que M. Legault n'était pas seul au bureau, car il n'est jamais seul à son bureau, et que la bouteille de vin, c'est Pascal Bérubé qui l'a apportée. Alors, scandale ou pas, je ne le sais pas, mais je ne peux pas croire qu'on est dans une logique où en 2024, on est encore en train d'essayer de prendre
un petit moment cocasse dans la vie politique et transformer ça en comme un partygate de l'ampleur qui a coûté son job au premier ministre Boris Johnson, qui lui était un récidiviste permanent des mesures sanitaires et qui n'a pas pris un verre de vin avec un parlementaire dans son bureau, qui a fait des parties à la résidence officielle du premier ministre au moment où l'Angleterre au complet était confinée. Me semble qu'il y a une petite marge entre les deux, là. Ouais, mais moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui se parce que pour l'instant, ça tourne autour d'un petit milieu sur les réseaux sociaux, mais il y a un réservoir de ressentiments accumulés qui demeure très vif, très à vif autour de la crise de la pandémie. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, moi, j'étais pas le plus ardent partisan des mesures sanitaires. Je les acceptais tout en les maudissant un peu. Et sur le fond des choses, je pense qu'après coup, on a exagéré, il y avait une forme de dérive autoritaire de l'État là-dedans. Je pense qu'il faudra avoir une amnistie générale sur les contraventions, tout ça. Mais me semble-t-il qu'on vit plus en ces temps-là. C'est comme s'il y a des gens qui vivent encore à temps plein dans le moment pandémique. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi sur la société? Je pense que les gens qui vivent à temps plein dans le moment pandémique, c'est les mêmes qui se mobilisaient pour Éric Duhem et qui sont à l'origine de sa flambée. C'est qu'il y a une partie de la société pour qui ça a été particulièrement difficile et qui a vu dans les mesures sanitaires qui, avec le recul, on s'entend, c'est facile 3 ans plus tard de dire les gouvernements sont allés trop loin, ils ont exagéré. En Moi, je temps pense réel que aussi. En temps réel, ceux qui se retrouvaient avec Duhem, en temps réel, il faut leur donner ça, trouvaient que ça allait trop loin, trouvaient que ça exagérait et s'inquiétaient de choses dont on s'inquiétait après coup, finalement. Donc, en temps réel, il y avait des gens qui s'inquiétaient de la machine. oui, puis moi, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que je crois qu'en temps réel, on aurait dû permettre un plus grand débat autour de ça. Ouais. Et je pense que la chape de plomb du débat public autour des mesures sanitaires est venue de la peur profonde qui a habité, d'une part, le gouvernement, qui était aux prises avec un réseau de la santé au bord de l'effondrement, et la peur profonde de la majorité de la société qui, dans ce moment de grande incertitude et de cataclysme économique et social objectivement, était rassurée à l'idée de s'accrocher à des règles rigoristes parce que ça donne au moins un sens à ce que les gens vivent. Alors, avec le recul, oui, le Québec a exagéré probablement en termes de mesures sanitaires, mais avec le recul, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et est-ce que notre réseau de la santé aurait tenu le coup avec des mesures plus laxistes? La réalité, c'est qu'on ne le sait pas, mais la réalité, c'est qu'on est en 2024 puis que la priorité, me semble, surtout à la veille d'un budget, aurait dû Ouais. être de mener un vrai débat sur les choix qui s'imposent sur le gouvernement plutôt que d'essayer de prendre un verre de vin entre Pascal Bérubé et François Legault, puis essayer de tourner ça en scandale. Et c'est, si tu veux mon opinion, c'est ce genre de pseudo-controverse hystérique qui fait en sorte que les gens décrochent de la politique, là. Alors, une dernière question là-dessus avant de basculer sur le budget. Tu crois que ça aura des effets sur François Legault, sur Pascal Bérubé, sur la classe Mais non, politique en général? Ou ça va mais non. demeurer dans les marges lointaines et périphériques des réseaux sociaux colériques? Ben, je pense que ça va demeurer dans les marges lointaines des réseaux sociaux colériques. D'ailleurs, on est dans un contexte où maintenant que la pandémie est terminée, fait un sondage et demande quelle est la proportion de gens qui, à un moment ou un autre, n'ont pas un peu triché là, sur les mesures sanitaires. Je pense que le moment serait très élevé. Puis c'est légitime. Les gens ont triché parce qu'il n'y a pas eu de tricherie là, dans le cas de M. Legault et de M. Bérubé. Mais même Ouais. s'il y en avait une, la réalité, c'est quand est-ce que les gens trichaient? Les gens trichaient quand ils n'en pouvaient plus. Puis les gens trichaient parce qu'ils avaient besoin d'une pause. Puis c'est pas plus grave que ça, là. C'est tout, on est ailleurs. Sujet numéro 2, d'une autre nature, d'une autre envergure, hein, le sujet de la grosse bête énergivore qui dévore tout, l'État et son budget. C'est aujourd'hui. À quoi t'attends-tu? On parlait hier du narratif du budget. Tu t'attends toujours à cette espèce de discours raisonnable et prudent, sous le signe de la responsabilité. À quoi t'attends-tu? Euh, à peu près, mais moi, ce que je trouve très rigolo, c'est qu'on vient de passer 5 minutes à parler d'un faux scandale. Il y en a eu tout un faux scandale hier, Ouais. là. Celui autour du point de presse de M. Girard. Alors là, le maire de Québec est mécontent parce que M. Girard a fait son point de presse
pour mettre la table au budget à Longueuil au lieu de le faire à Québec, et que Québec est la capitale nationale et que les grands moments de la vie politique doivent avoir lieu dans la capitale nationale et que donc M. Girard a manqué de respect envers la capitale nationale. Non, mais sérieusement, M. Girard est allé à Longueuil annoncer 25 millions pour le club des petits déjeuners dont le siège social est à Longueuil. Dans la chronique, là, crêpage de chignon de la bulle politique, celle-là, moi, je trouve qu'elle n'était pas pire aussi. Ouais, mais moi je trouve que c'est révélateur. C'est absurde comme débat, mais c'est révélateur. Quand ça prend tant de place dans la vie publique, j'ai l'impression, moi j'appelle ça, c'est la provincialisation du Québec. C'est un esprit de village. Et pourquoi t'as été sur son perron plutôt que le mien? Puis il y a un côté ticoun là-dedans. C'est la ticounisation du Québec. C'est-à-dire, comme société, Ouais. on est prêt à s'écharper sur des affaires de même, mais sur des débats de fond, ça, non, c'est compliqué les débats de fond. Mais on est prêt à s'écharper pour une bouteille de vin, on est prêt à s'écharper pour ce qui était à Longueuil plutôt qu'à Québec. J'ai l'impression que ce non-débat dit quelque chose de notre peur des vrais débats. Oui, ben c'est la ticounisation aussi de l'opposition du maire de Québec face à ce gouvernement-là. Là. À un moment donné, c'est toujours plus facile de s'indigner de choses superficielles et ridicules que de se poser des questions plus profondes et plus en nuances. Et la politique, moi j'appelle ça la politique du 1-800, c'est écœurant, là, c'est toujours facile. Tu prends une chemise à snap, là, comme les chemises de bûcheron dans l'ancien temps, puis là, wouh, tu te déchires la chemise. C'est toujours facile, hein? C'est toujours facile. Ça évite des débats, ça évite des questionnements, ça essaie de mettre l'autre sur un pied, ça essaie de déstabiliser l'autre. Moi, je trouve vraiment que ce n'était pas à la hauteur des choix qui s'annoncent pour le budget, parce que ceci étant dit, Ouais, voilà. je veux dire, M. Girard est confronté à la quadrature du cercle. On a fait des choix de financer très hautement les services publics par le biais des nouvelles conventions collectives. C'est un choix qui se défend, c'est un choix qui est assumé. Mais à un moment donné, ça creuse le déficit et là, tu dis, ce déficit-là, il faut qu'il se résorbe à un moment donné. Il y a une loi au Québec pour le faire et moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on peut aussi se calmer sur l'hystérie et la syncope collective du déficit au Québec. Il y a une loi. Le déficit doit être résorbé d'ici 6 ans. On n'est pas dans un contexte où on a un gouvernement un peu comme le gouvernement Trudeau à Ottawa, qui est un boulimique des déficits et qui crée des nouvelles charges publiques à chaque année parce qu'il n'est pas capable de faire des choix. C'est pas le même contexte. Le défi, mais la dette est cependant, réelle, ça l'a dit chez nous. Je veux dire, la dette est un vrai problème. Les finances publiques ne sont pas en bon état, quoi qu'on en dise, à moins de considérer que la dette qu'on a soit en tant que telle une question plutôt mineure. non, elle est réelle, mais on a des services publics qu'il faut réussir à financer. Puis tu peux pas. Le gouvernement était assez coincé, moi, je pense. Tu peux pas faire fonctionner un État comme l'État québécois qui repose sur des services publics très importants. Ça, c'est une philosophie au Québec. On peut peut-être la remettre en question, mais il n'y a aucun gouvernement qui ose le faire jusqu'ici. Alors, à un moment donné, on a décidé d'investir en éducation et en santé. Très bien. L'enjeu, c'est comment on fait pour que ces investissements-là soient des investissements, qu'ils soient pérennes et qu'ils ne soient pas des dépenses qui plombent les finances publiques. Et là, il n'y a pas mille façons de le faire. Il faut que tu aies plus de revenus. Tu taxes les gens, tu coupes ailleurs, mais il n'y a plus de place où couper. Là. Tu sais, si tu prends santé, éducation, je veux dire, tu as pris la plus grosse partie des dépenses de l'État. Alors, ce n'est pas en coupant le budget du tourisme là, que tu vas rééquilibrer les comptes publics au Québec. Alors, le gouvernement ne veut pas hausser les impôts non plus. Alors, il y a deux choses à faire. Il y a un ménage dans les dépenses de l'État et moi, je pense que là, il y aurait une opportunité pour le gouvernement Legault de revenir à ses origines et de se réapproprier sa marque de commerce, qui était celle d'une gestion serrée, raisonnable et plus conservatrice, entre guillemets, des finances publiques, qui était la base de ce sur quoi aussi il a fait sa marque et il a été élu. Et c'est comme si on avait oublié ça. Mais il faut aussi trouver une façon de générer de la richesse au Québec. Il faut trouver une façon de générer de la croissance économique parce que c'est la seule façon, finalement, de réussir à se payer nos services publics. Et ça, ben, moi, je pense que c'est l'aspect qui me semble, c'est l'aspect dont on va le moins parler du budget d'aujourd'hui, mais objectivement, c'est l'aspect le plus important parce que c'est lui qui va définir si à terme, on a les moyens
d'avoir le filet social dont on rêve et qu'on veut au Québec. Et c'est ça qu'il y a de plus difficile pour un gouvernement, c'est de réussir à mettre en place ces conditions-là pour y arriver. En une minute, cette stratégie, elle existe quand même dans la tête d'Éric Girard. Elle existe dans la tête de Fitzgibbon, elle existe dans la tête de François Legault. Ils ont leur vision du développement du Québec. Elle est là, mais il faut, ce qu'on a mis jusqu'ici, c'est la filière batterie qui repose objectivement sur des subventions directes très, très élevées. C'est pas en important les technologies et les bonnes idées de leaders mondiaux étrangers que tu réussis à générer, une croissance et une richesse qui est propre au Québec. Pour ça, il faut que les grandes inventions, il faut que les idées brillantes, il faut que, il y ait des leaders mondiaux québécois qui émergent et je pense que c'est la portion manquante, jusqu'ici dans la stratégie, économique du gouvernement, Legault. Parce que d'ailleurs, si tu réussis à faire ça, tu réussis à améliorer la productivité au Québec, ce qui fait de produire plus avec moins de monde et avec moins d'argent. Et si tu réussis à faire ça, tu réussis aussi à terme à résoudre une partie de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui est essentiel dans un contexte de vieillissement. Mais ça, c'est l'espèce de casse-tête très complexe à mettre en œuvre, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune raison pour ne pas y arriver. Il y a d'autres sociétés qui y sont arrivées, pense les États-Unis, Israël, l'Irlande. Il y a plein de pays qui ont réussi à mettre en place cette formule-là. Et l'enjeu, moi, je pense, pour le Québec, c'est de réussir à y arriver parce que ça devient un complément essentiel à cette idée de la filière batterie et du virage énergétique pour que ça soit plus qu'importer des géants étrangers ici, mais finalement pour se servir de la présence de géants étrangers ici pour générer des compagnies, des entreprises propres au Québec qui, à terme, peuvent devenir des leaders mondiaux, créer de la propriété intellectuelle et créer une richesse qui est propre au Québec. Ta journée sera confisquée par le budget. Je te souhaite donc bonne chance et t'offre mes condoléances. Bonne chance, cher Emmanuel, pour cette journée perdue. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Alors, chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver. Nous nous reparlons demain pour la poursuite du décryptage de cette actualité. À demain.